Je sais que vous avez eu une longue journée qui était très dense, mais effectivement, quand on parle de livres audio, la question de la visibilité ou de la non-visibilité des livres audio dans les médias est une question qui revient régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait un thème intéressant pour un débat. Donc je vous présente les trois personnes qui vont pouvoir répondre à vos interrogations, à mes interrogations, enfin je l'espère. À ma gauche, Elisabeth Sutton, 15 ans d'expérience dans l'édition et la distribution. Elle a commencé à Amazon France, au début d'Amazon France. Ensuite, elle est passée chez Hachette. Sa spécialité a toujours été le numérique. Et en 2010, elle a lancé le site ID Books. De ce lieu d'observation, elle a plein de choses à dire aux éditeurs qui se demandent pourquoi on ne parle pas plus de leurs livres audio. Je vais lui laisser la parole dans un instant. À sa gauche, Jean-Jacques Augier. Monsieur Augier, je ne vais pas retracer votre itinéraire, il est trop riche, trop compliqué. On va juste dire qu'en marge de vos multiples activités, vous avez toujours montré un amour, peut-être même une passion pour les livres. Vous avez été dans l'édition, puisque vous êtes occupé des éditions Ballant, vous êtes occupé un peu de POL. Vous avez participé à la fondation d'un magazine qui a été lancé par le sociologue Michel Viellorca, qui s'appelait Le Monde des débats. L'expérience visiblement vous a plu, puisque vous avez repris et restructuré le magazine Books et le magazine Lire, et récemment Tétu. Alors Lire, il faut le préciser, pour autant que je sache, est le seul magazine qui a une rubrique régulière consacrée aux livres audio. Mais vous pensez que le traitement du livre audio n'est pas satisfaisant. Je vous cite, c'est un nouveau continent à explorer. Donc on va explorer ça. À ma droite, Nicolas Caro. Depuis septembre, il présente une émission hebdomadaire sur Europe 1. Très jolie émission au très joli titre, La voix est livre. On y rencontre des auteurs, on y découvre des livres, des parutions récentes, des anciens. Il est diplômé de Sciences Po, il est auteur lui-même. Son dernier livre porte sur la vraie vie de Tarzan et de Dracula. Je précise que vous êtes fils de libraire et que ça explique peut-être votre amour pour les livres et que dans votre émission, et oui, on entend tous les samedis un extrait de lecture. Alors, pour lancer le débat, je n'avais pas du tout prévu de le faire comme ça. Elisabeth Sutton, ce petit film qu'on vient de voir sur les coulisses de l'enregistrement de Tolkien, vous l'avez sur votre site ? Non. Marche ? Non. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon. Non, ça, je ne l'ai pas sur mon site, mais il y a plein d'autres choses donc qu'on va vous chercher. Sûrement. Voilà. Jean-Jacques Augier, c'était juste pour... on y reviendra techniquement. Vous dites que c'est un continent exploré, qu'il faut le faire autrement. Mais il y a des méthodes aussi très traditionnelles. Le livre audio est un produit, c'est un objet. Est-ce qu'un jour, on verra sur la couverture de Lire l'annonce, une couverture ou un numéro spécial consacré au livre audio ? Alors, d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que donc, moi, je suis directeur de la publication de Lire depuis le mois d'octobre. On a racheté le magazine Lire au groupe L'Express en se mettant un petit groupe d'amis que j'ai constitué. Donc, on reprend ce magazine. On est très fiers de ce magazine, de son histoire. C'est encore 80 000 abonnés, mais on va lui donner des inflexions nouvelles. Alors, parmi ces inflexions, nous sommes tout à fait partisans de donner plus de place à la critique des livres audio. Il n'y a aucun doute là-dessus, et on a commencé à y réfléchir, parce qu'on constate comme tout le monde que c'est quand même un des domaines dans lesquels il y a une croissance des ventes de livres. Je crois, ça a été dit plusieurs fois ce matin, que ce sont des lecteurs ou auditeurs nouveaux qui sont intéressés par les livres audio. Donc il n'y a à la fois pas d'effet d'éviction par rapport aux ventes de livres en papier, et ensuite on s'adresse à un public nouveau. Donc pour nous qui essayons de vendre nos magazines ou de fidéliser les abonnés de nos magazines, c'est très intéressant de savoir parler à ce public. Donc de notre point de vue à nous, une nouvelle équipe de Lire qui commence donc à se mettre en place, il y a beaucoup d'appétence pour le domaine et un véritable intérêt. Alors, cela étant, donc, je ne sais pas si j'aborde tout de suite les questions qui fâchent. Donc, voilà. Alors, je vous dirai après ce qu'on attend des éditeurs pour pouvoir traiter ainsi les livres audio. Voilà. Et vous allez voir, quand j'ai parlé aux uns et aux autres pour préparer ce débat, j'ai entendu la même chose de tout le monde. À savoir...
régulièrement, quand je parle à des éditeurs de livres audio ou à des gens qui sont impliqués dans la chaîne de production, on me dit « Oh là là, on ne parle pas de nous, on n'a pas assez de visibilité, nanana. » Je pose la question à Elisabeth Sutton. Après tout, elle a un site qui est consacré au numérique, sur lequel vous pouvez trouver des vidéos, des dessins animés, des tas de choses. Il n'y a pas de livre audio. La seule lecture qu'il y ait, c'est une lecture d'Isabelle Adjani d'un livre pour enfants, qui est en fait un dessin animé, quoi. C'est un e-books. C'est plutôt... Alors, je lui ai demandé pourquoi est-ce que vous n'avez pas de livre audio. Qu'est-ce que vous m'avez répondu, Elisabeth ? Je vous ai répondu qu'en fait, on ne recevait pas forcément l'info. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est extrêmement sollicité par les éditeurs pour leurs services de presse papier, notamment. Bien souvent, ils oublient de nous dire déjà qu'il existe le livre numérique. Donc pour nous, en général, c'est un critère de rejet, c'est-à-dire un livre qui n'existe pas en numérique ne sera pas chroniqué sur le site idbooks.com, ça c'est le premier niveau. Et le troisième niveau, c'est que nous ne recevons pas du tout d'informations sur l'existence de nouvelles parutions sur le livre audio. Donc il n'y a pas de service de presse, il n'y a pas de communiqué de presse, il n'y a pas d'information en tant que telle. Toutefois, depuis 2010 que le site existe, nous avons une rubrique dédiée au livre audio, qui est une rubrique qui s'adresse à la fois aux professionnels. Donc vous pouvez aller piocher tous les derniers chiffres des études en France et à l'étranger, vous pouvez piocher toutes les dernières tendances. On a parlé notamment des connexions, des enceintes connectées avec le livre audio il y a très 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 longtemps, etc. etc. Vous faites un travail de B2B. On a un business à business. On a les deux. C'est-à-dire on a une rubrique chronique qui est censée démocratiser la lecture numérique au sens large, et pour moi j'englobe le livre audio. Par contre, on n'a pas l'information. Alors je vais faire rebondir Nicolas Caro, qui après tout fait une émission sur les livres, sur une radio. Quel est l'endroit ? Il n'y a pas d'endroit plus naturel pour passer du livre audio qu'une radio. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est une vitrine naturelle. Nicolas ? Oui, moi je voudrais abonder dans le sens d'Elisabeth Sutton parce que effectivement j'ai mon émission et j'ai des chroniques aussi dans la semaine, donc je parle de beaucoup de livres sur l'antenne et je dois recevoir une douzaine de livres par jour et pratiquement jamais, ou peut-être c'est marrant parce que j'en ai reçu un ce matin, un livre audio. J'ai reçu les correspondances de Camus, bon, parce qu'ils viennent de le sortir, mais ça doit m'arriver peut-être 3-4 fois par an, je reçois un livre audio, je ne sais même pas qui s'en occupe là-bas, quel est l'attaché de presse, et pourtant, en fait... Philippe Roth, raconte l'histoire de Philippe Roth. D'accord, je vais raconter l'histoire de Philippe Roth. Quand Philippe Roth, alors donc, dans mon émission, je diffuse un livre audio par semaine, et c'est l'écrivain que j'invite qui choisit un livre culte ou célèbre qu'il aime, et voilà. Et moi, en fait, le livre audio, je le prends simplement comme un outil pour lire un texte, je veux dire, je ne le prends pas en tant que livre audio pour les bruitages ou quoi. Moi, il me faut la version la plus fidèle au livre en lui-même pour qu'on puisse avoir la couleur de l'écrivain, de son style, etc. Et voilà. Et donc, pour la mort de Philippe Roth, je voulais évidemment diffuser mon livre audio. Je voulais faire Portnoy. Donc, je vais sur le site audible.fr. Je regarde s'il y a un Philippe Roth en français. Il n'y avait aucun roman de Philippe Roth, par exemple. Mais c'est vrai que moi, j'en ai fait pourtant des chroniques de livres audio parce que justement, avec l'émission, je m'y suis mis. J'étais pas un utilisateur du tout. J'ai découvert un peu cet univers-là avec mon émission, avec l'idée de diffuser des livres audio. Donc, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait comme catalogue, etc. Et je vais les chercher moi-même. Jamais ils viennent à moi comme les livres des éditeurs classiques, papier, quoi. Et c'est vrai, en fait, il y a comme une sorte d'inversion entre ce qui se passe pour le papier et ce qui se passe pour le livre audio. Pardon ? Au lieu d'être harcelé par les attachés de presse, c'est vous qui devez aller les chercher. Ouais, alors je les harcèle pas non plus parce que c'est quand même assez facile d'accès. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai. Moi, on en discutait tout à l'heure avec Jean-Jacques Augier. Il y a un truc, il se passe quelque chose, il y a un frémissement, mais le problème c'est qu'il n'y a pas encore la matière pour les utiliser à fond. J'ai voulu diffuser un Sherlock Holmes. Quand même, on se dit qu'il y en a 1000. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est des trucs des années 70 où on entend le crépitement du vinyle avec un type qui parle. Un certain charme quand Sherlock Holmes, un truc vraiment à l'ancienne. Ouais, mais alors il y en a des superbes et tout, donc ça commence à venir. Mais c'est vrai que parfois on est surpris de voir à quel point des grands livres n'ont pas encore leur place dans les livres audio. Bon, Jean-Jacques Augier, le micro est à vous. Je vais être très concret, plusieurs fois, mais là, simplement un point sur lequel je voudrais mettre l'accent.
Dans le magazine Lire, on a du mal à chroniquer quelques pourcents de la production française. Hein. Peut-être qu'on arrive à 5% au total, quelque chose comme ça. Oui, vous êtes un mensuel, donc effectivement, vous n'avez pas une... Non, je ne vous parle pas du livre audio, je vous parle du livre en général. Oui, pardon, merci de cette interruption, elle me permet de préciser les choses. Je parle du livre en général, parce que pour moi, un livre audio, pour nous tous, c'est d'abord un livre. Alors, l'un des problèmes qu'on a, c'est qu'on reçoit un livre. Alors, on essaie de traiter les livres qu'on aime, ou les auteurs qu'on aime et qui viennent de publier un nouvel ouvrage. On ne fait pas, si vous voulez, d'articles sur les livres qu'on n'a pas aimés. Enfin, en tout cas, ce n'est pas l'axe. Donc, le livre plaît, mais on ne sait pas si ce livre, en général, lorsqu'on le reçoit sur la version papier, n'a pas encore de version audio. Et la version audio, elle arrive parfois des mois plus tard. Et quand il y a un service de presse qui fait son travail, il y en a encore quelques-uns, les gens disent « Ah, mais pourquoi vous chroniquez pas le livre audio ?» Mais on a déjà parlé du livre. Et la place qu'on a pour le livre audio, c'est une demi-page. Comme je disais tout à l'heure, on veut renforcer cette présence. Mais si vous voulez, alors on est dans une situation dans laquelle le ou les responsables des rubriques du livre audio ont déjà d'autres choses en tête et donc ils ne vont pas chroniquer. Ce que je veux dire, c'est que on peut très difficilement parler deux fois du livre. Une fois lorsqu'il sort dans sa version principale et puis la deuxième fois lorsqu'il sort en livre audio. Donc moi, ce que je veux dire aux éditeurs, c'est si vous voulez vraiment jouer le jeu des livres audio, le groupe Editis a l'air de vouloir commencer à le faire et c'est parfait, il faut sortir en même temps les deux. Car si nous avons en même temps les deux, on pourra faire effectivement la chronique du livre et puis le journaliste ou qui aura fait l'article, s'il a le temps et s'il a aimé la version audio, pourra dire et par ailleurs il y a une très bonne version audio. Voilà. Alors et qu'on ne dise pas que les délais ne sont pas les mêmes parce que ça c'est pas vrai. Si vous voulez, les livres imprimés, papier sont totalement finalisés au moins 4 mois, voire bien souvent plus avant la mise en librairie et donc c'est un délai largement suffisant pour faire l'enregistrement. Voilà un point très précis parce que le livre audio évidemment est un produit en lui-même, mais c'est aussi une des façons de diffuser le livre principal. Voilà. Donc si ça nous arrive en même temps, on serait capable d'en parler beaucoup plus. C'est la première idée, il y en aura d'autres. Premier point technique. Vous aviez aussi un autre point technique, Elisabeth, concernant votre site à vous. Alors, le problème qu'on a sur le web, enfin, sur le web, on n'est pas une radio évidemment, mais on a la possibilité de diffuser du son. Donc, les rares fois où on pourrait, pour les techniciens, embedder un iframe avec une bannière son, c'est quelque chose de possible. Sauf que malheureusement, on n'a souvent pas, les rares fois où on peut parler du livre audio, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Les 3/4 du temps, Pourquoi vous n'avez pas cette possibilité-là ? Parce que tout simplement, on n'a pas, encore une fois, on n'a pas forcément l'information. Okay. On n'a pas l'information, c'est-à-dire que si on chronique un livre audio, on n'a pas forcément l'extrait qui va avec et la possibilité d'aller le piocher sur la plateforme qui propose ou les plateformes qui proposent ce livre. Donc la solution alternative qu'on a trouvée, c'est de renvoyer vers les plateformes qui vendent le livre et qui généralement proposent un extrait. Et là, on dit, si vous voulez lire un extrait, par exemple, on a parlé récemment des Animaux fantastiques qui est sorti la semaine dernière, on a renvoyé en disant allez écouter un extrait sur cette plateforme. Mais je suis désolée, je ne suis pas très douée en technique. Si l'extrait existe sur la plateforme de l'éditeur, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas mettre cet extrait sur votre plateforme à vous ? Parce que bien souvent, elle est encodée d'une telle manière qu'on ne va pas aller se mettre à piocher dans son code source pour aller la mettre chez nous. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on ait l'information au moment où on nous dit, voilà, si vous chroniquez ce livre, vous avez la possibilité de diffuser de la même manière qu'on a les calaméos pour faire lire des extraits de livres papier ou de livres numériques, etc., etc. Donc ça, ce sont des infos qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, qui seraient relativement simples pour compléter ce que vous disiez à mettre en place. Et effectivement, nous, ce dont on a besoin, c'est aussi de l'information en amont. Si le livre audio sort 6 mois plus tard, eh bien, le fait d'avoir prévu dans le projet éditorial qu'il y aura le livre audio, c'est tout simplement aussi de le mentionner avec une date de parution approximative, par exemple. C'est tout simple dans un communiqué de presse de dire version audio prévue, le temps, et nous, évidemment, on le rapatriera dans notre chronique ou dans l'article qu'on est en train de faire. Donc il y a plusieurs petites choses à mettre en place qui sont relativement simples. Le tout est de vouloir vraiment communiquer autour de ces contenus-là,
parce que comme vous le disiez, souvent on dit on n'en parle pas ou ça marche pas, mais tout ça je l'ai entendu pour le livre numérique, hein. Il n'y a rien de nouveau avec le livre audio. J'ai l'impression qu'on est en train de faire du copier-coller et qu'on est en train de se poser exactement les mêmes questions qu'on se posait il y a 8 ans ou il y a 9 ans pour le livre numérique. Donc voilà. Il me semble qu'il y a quand même un autre élément, c'est que le livre audio, c'est aussi un objet. Dans certaines librairies, on peut même en trouver des exemplaires. Mais si on compare, par exemple, à l'Allemagne ou à l'Angleterre, dans lesquelles vous allez dans n'importe quelle grande librairie, vous verrez un grand mur consacré au livre audio. En France, il est très difficile de trouver un livre audio. Est-ce que c'est un problème, par exemple, Nicolas, vous disiez tout à l'heure, ça fait bizarre de dire vous parce qu'on se connaît depuis qu'on a travaillé ensemble, donc normalement je devrais dire tu, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, est-ce que tu disais que le livre audio pour toi c'est un outil pour faire écouter un texte. Est-ce qu'on peut imaginer la production d'un livre audio qui en soi serait un événement pour toi, journaliste littéraire sur une grande radio commerciale? En fait, moi, c'est un peu particulier parce que j'utilise vraiment le livre audio pour donner, comme je disais, la couleur d'un texte, faire entendre la voix d'un écrivain, enfin plutôt son écriture. Donc je n'utilise pas le livre audio comme un événement, comme tu dis. Pour l'instant, en fait, j'ai pas le réflexe de me dire tiens, il y a tel livre audio qui va sortir, il faut absolument que j'en parle. C'est plutôt. Mais si Depardieu sort une version audio. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais non. En fait non. Moi, c'est pas pour le livre audio que je le fais, c'est en fait au départ. Pour le livre. C'est pour le rythme de l'émission. Pour moi, une émission littéraire, enfin la littérature même, c'est un rythme plutôt lent où on prend son temps. Et sur Europe 1, qui est une radio plutôt dynamique, quoi, dans la couleur sonore, j'avais besoin de cet espace-là, même si ça dure que 4 minutes, 4-5 minutes, c'est modeste. Mais ce moment où le rythme ralenti comme ça et on prend un peu son temps pour écouter un livre. Et en fait, quand on me parle de mon émission et de cette séquence-là en particulier, on me fait soit un compliment, soit une critique, mais qui est la même chose, c'est-à-dire ça casse le rythme et ça pose un peu l'émission. Donc moi, c'est pour ça que j'utilise le livre audio. J'ai pas encore le réflexe et je vais rien vous apprendre parce que je connais vraiment pas trop l'univers du livre audio en fin de compte. Moi, effectivement, un événement livre audio, pour moi, ça n'existe même pas en fait parce que je ne reçois pas l'information et je vais pas la chercher non plus. Bon, alors, autant pour l'un que pour l'autre, moins pour vous, Elisabeth. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire un événement, un spécial livre audio, un lire spécial livre audio? Alors, effectivement, comme vous l'avez parfaitement dit, il faut imaginer des événements. Alors bon, je ne suis pas le seul à avoir de l'imagination, donc je pense qu'un certain nombre d'éditeurs pourraient avoir des idées, mais quelques idées. Tout à l'heure, on a parlé de la cession, lorsque l'éditeur ne veut pas lui-même être l'éditeur du livre audio, de la cession par l'éditeur princeps, disons, des droits à un éditeur de livre audio. Mais ça a été présenté d'une façon telle qu'on comprenait que c'était une cession exclusive. Bon. Et moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Je trouve qu'un livre audio, c'est un nouveau travail sur un livre. Moi, ce qui m'intéresse pour les grands classiques, comme vous le savez peut-être, depuis 10 ans qu'il y a quand même des gens qui en réalité font des livres audio, il y a tout un tas de gens qui ont lu, je ne sais pas, mettons La Recherche du temps perdu. Bon, donc vous avez plein de versions qui circulent. Bon. Moi, j'adore de temps en temps aller en écouter. Et alors, du coup, ça me donne une idée. C'est-à-dire sur des textes, il pourrait y avoir un événement avec plusieurs lectures, plusieurs livres audio du même texte. Alors évidemment, il ne faut pas faire ça sur un texte banal, il ne faut pas faire ça sur Le Seigneur des Anneaux, parce que ça va être je ne sais combien de dizaines d'heures, mais sur un petit texte. Voilà le type d'événement. Mais encore une fois, c'est simplement une idée que j'ai. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est quelque chose pour créer un événement. Parce qu'à ce moment-là, un petit peu comme on a sur d'autres magazines Classica, si vous voulez, la critique de différentes interprétations d'une même œuvre par différents interprètes, si on a pour le même livre différents livres audio, là, ça peut faire, si vous voulez, une comparaison intéressante. Y compris s'il y a, par exemple, des acteurs très connus et puis des inconnus totaux. Parce qu'on va peut-être s'apercevoir que la meilleure version, c'est celle d'un inconnu ou d'une inconnue totale. Voilà. Une idée, quelque chose qui soit de l'ordre de l'événement. Voilà. S'il y a des événements, nous, à ce moment-là, on peut en parler. Ça donne une matière intéressante. C'est vrai, ça, pardon, juste pour rebondir, mais moi, ça m'agace un peu, enfin, c'est très bien que ça existe, mais quand c'est une voix connue de vedette qui lit un livre, en général, c'est très bien fait parce que c'est un grand comédien ou quoi, mais sauf que la voix, je la connais déjà, et la neutralité de ma voix quand je lis, ça me crée une sorte de, je sais pas, un court-circuit, en fait, ça casse la neutralité de la lecture, je trouve.
Voilà, c'était juste un avis. Alors, vous parliez d'événements. Alors, nous aussi, notre objectif sur e-book, c'est aussi d'essayer de démocratiser tout ça envers le grand public, parce qu'on s'adresse à la fois pro, mais on s'adresse aussi et beaucoup au grand public, et on fait de la médiation, on va dire, numérique. Et je sais qu'au mois de décembre, par exemple, on fêtait l'anniversaire du site, et il y a une plateforme qui nous a contactés en disant, voilà, nous, on voudrait offrir à vos lecteurs des accès pour lire des livres audio. Et donc, on a lancé un jeu concours, hein, tout bêtement, hein, donc auprès du lecteur final. Là, pour le coup, on n'était plus dans le B2B, on était vraiment... Et on faisait gagner 40 abonnements, je ne sais plus combien. Et on a eu plus de 25 000 joueurs. Donc, ça veut dire que, potentiellement, aujourd'hui, déjà, l'image... du livre audio, elle est là, c'est-à-dire que ça s'est imprimé, on va dire, il y a eu du print sur les réseaux sociaux, il y a eu du print sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc ça veut dire qu'on a parlé livre audio en permanence et on a affiché. Et puis, on a eu une quarantaine de joueurs qui se sont expérimentés, alors qu'ils ne connaissaient pas du tout, au téléchargement de livres audio, à comment on fait, ah bah tiens, il existe ce livre, je savais pas, je voulais le lire mais j'avais pas le temps, etc., etc. Et on a eu des retours extrêmement positifs de la part des lecteurs. Donc on n'est pas à votre niveau, mais on est dans de la médiation numérique, on est dans de la com, dans du marketing, aux grandes dames de certains, mais ça fonctionne. Et ça, c'est intéressant. Alors, normalement, quand on fait un débat, les gens qui sont sur l'estrade parlent pendant un certain temps. Ensuite, il y a des questions de la salle. Comme j'imagine qu'il y a parmi vous des éditeurs, éventuellement des attachés de presse, j'aimerais bien que quelqu'un prenne le micro pour répondre, pour engager un vrai débat entre la salle. Valérie Lévy-Soussan, vous êtes identifiée. Donc, si personne d'autre ne prend le micro, je vous le donne. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui voudront parler, mais c'est vrai que, bonjour, j'ai une expérience donc, depuis 10 ans dans le livre audio, donc j'ai vu l'évolution de ce marché. Et c'est vrai qu'au départ, on avait une attachée de presse, on travaillait régulièrement. On s'est rendu compte très vite, alors par rapport à la temporalité du livre audio, de temps en temps, en faisant des pieds et des mains et des acrobaties avec les éditeurs, on arrive à avoir les textes, l'information suffisamment avant, à faire nos offres, à enregistrer et à paraître en même temps que le livre, ce qui est notre objectif, hein, pour pouvoir trouver les deux versions. Au niveau de la presse, quand on arrivait avec une parution simultanée, on était tout content. On disait, ah oui, non mais ça va, l'attaché de presse de l'éditeur papier nous a déjà envoyé le texte il y a très longtemps, le papier est prêt, donc on ne va pas parler de votre livre audio. On dit, mais bon, simplement la mention que le livre audio existe, ce serait bien. Mais donc il y a toujours, en fait, même quand on paraît en simultané, ces décalages de temporalité qui sont compliqués. Et l'autre chose, c'est effectivement ce que vous avez dit, c'était de dire, ah bah on a déjà parlé du livre, mais le livre audio lui-même, si on l'écoute, il y a des choses à dire sur ce livre audio. Donc, ça ne veut pas dire, bien sûr, je sais que l'espace est restreint, mais de doubler à chaque fois les articles. Mais de temps en temps, on peut avoir envie de se dire, bah tiens, là par exemple, en début d'année, on a lancé le Pierre Lemaître, lu par l'auteur. Bon, il est sorti la même semaine. Et bon, c'était intéressant de se dire, bah tiens, comment l'auteur a pu lire son livre. Donc ça, c'est une question qui est compliquée. Par ailleurs, effectivement, c'est vrai que donc, très souvent, comme on n'a pas de réponse, on a l'impression que ça n'intéresse pas. Du coup, effectivement, on n'a peut-être pas tous tenu des listes à jour, etc. Mais la plupart des éditeurs audio, je pense, ont des sites où on peut télécharger des extraits, on peut les embedder, Maintenant, il y a des moyens qui sont SoundCloud, etc. Donc, je pense qu'il y a la matière, je dirais, pour reprendre, parler, etc. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'il y a aussi, alors maintenant ça peut peut-être changer, mais il y a aussi cette impression que les gens prennent le livre audio juste comme un objet, une information, et ne l'écoutent pas vraiment. On a, nous, depuis quelque temps, un partenariat naturel qui s'est fait en Belgique avec le journal Le Soir. Tout ça parce qu'un journaliste et sa femme font beaucoup de voitures, écoutent beaucoup de livres audio, et eux, ils sont demandeurs, donc on leur envoie, parce qu'on a tous aussi des services de presse et tout, on leur envoie chaque semaine, et ils vont chroniquer du Gallimard, du Audiolib, des trucs comme ça, et ils les écoutent vraiment. Donc on a petite étoile, petit machin, comme finalement pour la version DVD. Quand un DVD sort,
les gens auront critiqué le film, mais on pourra dire voilà, le DVD est sorti et ça permet de revenir au livre. Donc on peut trouver des solutions là-dessus. Alors, pour répondre à ce que vous venez de dire, effectivement, que ce soit en Angleterre où tous les titres ont des rubriques livres audio dans leur rubrique livres, je pense que c'est la même chose en Allemagne, dans les pays du Nord. Ce n'est pas le cas en France. Bon, il se trouve que les gens ici sont ouverts aux livres audio, donc on ne va pas les mettre au banc des accusés. Mais s'il y a des attachés de presse dans la salle, qu'est-ce qui se passe quand vous essayez, est-ce qu'il y a des attachés de presse dans la salle? Que se passe-t-il s'il y en a quand vous essayez de vendre un livre audio à des grands médias? Il n'y a personne. Si. Non. Donc il n'y a pas d'attaché Bonjour, de presse. je ne suis pas une attachée de Non. presse, mais je profite quand même de ce qui est précisé là. Ça revient finalement à une des choses qu'on disait au niveau de la diffusion, c'est l'importance d'un standard. C'est-à-dire qu'effectivement, pour vous nourrir, vous, médiateurs non marchands, mais voilà, qui contribuent à la chaîne du livre, il faut effectivement vous livrer des choses dans des flux simples que vous pouvez récupérer, ce que vous disiez, voilà, de ne pas entrer dans le code. Et donc ça nourrit quelque part, voilà, de nouveau, cette obligation impérieuse pour qu'on utilise tous les mêmes métadonnées, les mêmes types de fichiers. Les fichiers audio, c'est assez lourd, hein, en fait. Donc c'est pas si simple à transporter comme ça. Et là, on en est effectivement à une phase où ça a été fait pour le e-book. Et d'ailleurs, les médiateurs non marchands du e-book reprennent un paquet de choses et ça aide beaucoup au référencement du livre sur tous ces formats, mais via finalement les informations qui ont été livrées pour le e-book. Pour le livre audio, ça reste à faire, mais finalement, voilà, une fois que ces standards seront mis en place, ça vous servira tout autant que pour les libraires, que même pour les GAFA qu'on avait cités. Bon, moi j'ai une question à la salle, puisque là c'est pas une question côté média, mais est-ce que ce travail de communication ou de marketing, pour utiliser le terme d'Elisabeth, est-ce qu'il n'est pas fait parce que les éditeurs sont trop petits, trop jeunes, parce que le secteur n'est pas encore mature? Comment vous expliquez ça, vous, puisque c'est vous les professionnels du secteur? Silence. Non, monsieur. Alors, effectivement, c'est pas toujours très facile de communiquer sur un livre audio, surtout si on est une petite entreprise. Vous êtes producteur de livres audio? Je suis éditeur, petit éditeur. Mais éditeur. Bon, voilà, éditeur quand même. Et la communication n'est pas très facile. Je en suis même arrivé, il y a 3 ans, à vouloir sortir un livre CD, parce que là, au moins, je trouvais un écho parmi, dirons-nous, les médias. Un livre CD, vous voulez dire un livre dans lequel il y aurait un CD à l'intérieur? Alors, un livre, tout à fait un livre, éventuellement en couleur même, surtout pour la jeunesse par exemple, avec le CD sur la 3e de couverture. Oui, c'est ce que font la plupart des éditeurs jeunesse, voilà. Effectivement. Et là, effectivement, les médias communiquent. D'accord, donc il y a vraiment un problème d'incompréhension. Elisabeth, allez-y. Oui, alors j'abonde totalement parce qu'en parallèle du site, moi j'accompagne des éditeurs dans leur stratégie de communication et notamment des éditeurs et des auteurs. Et donc là, effectivement, sa deuxième casquette. Voilà, j'ai une deuxième casquette et effectivement on se heurte à ça. Mais de toutes les manières, en France, malheureusement, on a un système de rejet automatique. Je vous explique. Quand je m'occupais de promouvoir des livres d'éditeurs à la presse, par exemple, en stratégie de communication, on me disait de livres numériques ou de livres numériques enrichis, c'est pire encore, via une application ou à ce qu'on appelle un EPUB 3, c'était rejet total. Ah ben non, on ne va pas en parler, puis de toute façon, il n'y a personne qui en parle, pourquoi nous on en parlerait? Première réaction. Quand l'auto-édition est arrivée, que je me suis occupée, et que je m'occupe toujours d'auteurs indépendants, c'était « Oh non, non, l'auto-édition, on ne va pas en parler ». Maintenant, j'ai plusieurs de mes auteurs qui sont édités chez des éditeurs traditionnels. Et maintenant, sur le livre audio, on a effectivement ce genre de choses. On dirait que le côté dématérialisé, un petit peu à la marge, dérange. Et du coup, moi, j'ai un peu la sensation, et excusez-moi d'être aussi cash, j'ai un peu la sensation que parfois, les éditeurs ont un peu honte, quelque part, de communiquer, ou alors ils disent, de toute façon, à quoi ça sert? On ne va pas m'écouter. Alors peut-être que vous êtes arrivé trop tôt aussi. Des fois, ça arrive trop tôt. Et puis, il faut essayer et réessayer. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, on va en parler de plus en plus parce qu'il y a matière à en parler de plus en plus. Et qu'il n'y a pas que les chiffres qui parlent. Et ce n'est que comme ça que les gens vont arriver à adopter, en fait, ce nouveau support qui est né
autre, encore une fois, qu'un nouveau support, comme le livre numérique, la liseuse, etc. Un nouveau support. Voilà. Jean-Jacques Augier, est-ce qu'on peut imaginer un spécial lire pour la rentrée littéraire qui aurait 10 pages consacrées au livre audio? Pas pour la rentrée 2018, si vous voulez, mais dans un avenir plus lointain, c'est pas du tout exclu. Pour Noël, c'est un beau cadeau pour Noël. Oui, non, mais nous, on l'exclut absolument pas. Mais encore une fois, pour l'instant, je vais redire ce que un certain nombre de personnes ont dit déjà cet après-midi ou ce matin, on n'a pas quand même suffisamment de matière pour l'instant. C'est-à-dire que quand même, là, il y a quand même encore un problème de catalogue. Voilà. Et puis par ailleurs, ce que je disais tout à l'heure sur les événements, nous, on a besoin qu'il y ait des événements. Donc, je pensais à, je disais tout à l'heure, des livres audio, enfin le même livre lu par plusieurs personnes différentes. Pourquoi pas un concours organisé par un éditeur sur un livre court sur lequel il mettrait en compétition, en concurrence, plusieurs lecteurs pour finalement choisir celui qui fasse le casting publiquement, en quelque sorte. Qui fasse quelque chose d'un petit peu ludique et qui crée un événement. Je trouve que le livre audio, ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est un champ nouveau qu'on explore. On peut y aller, on peut être créatif, on peut s'amuser, il faut faire des choses qui soient amusantes. Ça peut être quelque chose qui sorte de ce qui, dans le livre papier, peut de temps en temps paraître un tout petit peu traditionnel, conventionnel, ennuyeux. Le livre audio peut, à mon avis, être un secteur qu'on aborde d'une façon beaucoup plus ludique. C'est un format idéal pour une émission de radio, ça. Ouais, en fait, pour un one-off, pas pour toute une série. Mais j'étais en train de me dire en fait que j'allais peut-être proposer une chronique livre audio parce qu'il n'y a pas tellement besoin d'événements. En vous écoutant, Monsieur Augier, je me disais qu'après tout, c'est vrai que les nouvelles parutions, forcément, elles arrivent après le livre. Et de toute façon, en tant que chroniqueur littéraire, on lira d'abord la version papier. Mais je me dis qu'en fait, il y en a tellement déjà. Je pense aux grands classiques, La Recherche, il y a des superbes lectures. Monte Cristo, moi j'adore ce livre audio. Alors je ne sais plus lequel c'est, comment l'identifier, mais enfin le type a une voix, il n'est pas connu, il a une voix extraordinaire, ça dure quand même 25 heures. C'est quand même bien d'avoir un... Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà un vivier dans lequel on pourrait piocher. Et justement, en se démarquant de la chronique littéraire classique où on prend ce qui vient de sortir, et donc parce que ça vient de sortir, on en parle, je pense que pour le livre audio, c'est tellement particulier qu'on peut commencer par parler de ce qui existe déjà, y compris des grands classiques connus, parce qu'en fait, la version... Ah d'accord, ok, je pensais pas être démagogique, mais tant mieux. Alors, il faut quand même préciser de l'intérieur, je ne sais pas comment c'est dans le monde de la presse papier, mais dans la radio, pour parler de livres à la radio, c'est un combat en soi. Il faut que vous en soyez conscient quand même. C'est pas... Quoi, le livre, ça devrait. Eh ben non. Déjà, de parler du livre, c'est très compliqué, mais alors parler du livre audio dont les gens n'ont pas nécessairement conscience, quand vous êtes dans un média de masse, il faut tomber sur un directeur des programmes qui ait l'esprit ouvert, ce qui n'est pas le cas de tous. Excusez-moi. Tout à l'heure, on parlait de temporalité et d'événements. Et en fait, au lieu de se dire il faut absolument que ça sorte en même temps, voire que le CD soit inclus avec le papier, il faut savoir qu'il y a tout un travail en amont qui est déjà un événement en soi, qui est l'enregistrement du livre audio en lui-même, la préparation du texte, le casting, les aléas d'un enregistrement qui peut se dérouler sur plusieurs semaines. Donc tout ce monde des coulisses, c'est déjà un événement en soi. Il y a la diversité des éditeurs, des textes, mais également des studios d'enregistrement, de la DA, donc direction artistique, et préparation des textes. Donc il y a peut-être... des choses à faire. C'est vrai que quand je croise des attachés de presse, c'est souvent ce qu'on me dit, viens voir l'enregistrement. Donc on me dit jamais, viens voir écrire le type. Non, mais en tout cas, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux voix célèbres. C'est vrai qu'une des questions qu'on aurait pu poser ce matin, c'est pourquoi vous ne faites pas appel à des comédiens très très connus. Et c'est vrai qu'on a toujours ce débat en se disant qu'effectivement, d'abord un comédien très connu, il faut lui bloquer beaucoup de temps. Il n'est pas toujours disponible et c'est souvent un comédien de cinéma. Et la formation au cinéma, c'est pas la même chose que la formation au théâtre. Donc c'est pas forcément les mieux tarifs placés non plus, d'ailleurs. pour lire. Les tarifs non plus, mais ça découle aussi de
l'usage, alors qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus décomplexés. Les agents préfèrent que des comédiens lisent des choses quand ils n'ont rien à faire entre deux films, tandis qu'en France, on considère que l'acteur va se dévaloriser si, au lieu de rester chez lui et attendre le coup de téléphone du metteur en scène, il enregistre des livres. Alors que, bon. Mais toujours est-il qu'on a toujours considéré que les comédiens célèbres, en fait, c'était bien pour la presse. Parce qu'effectivement, ça fait parler. Et de fait, nous, dans notre histoire, voilà, quand on a fait un livre audio avec Juliette Binoche, là, on a eu la presse entière. Mais il y a et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Une voix de comédien trop connue, ça peut gêner. Alors, on l'utilise pour certains, voilà, dans certains cas. Mais c'est vrai que, voilà, la presse, quand on dit il faut des choses qui brillent, c'est voilà. Est-ce que vous avez Depardieu, vous avez Adjani, vous avez machin, vous avez des trucs. Et là, effectivement, il va y avoir un petit articulet. Voilà. Des réactions dans la salle, quelque chose? Non? Vous avez quelque chose? Je pense que... Allez-y. Je pense que aussi par rapport à la critique et la chronique du livre audio, il y a aussi un problème de référentiel entre la personne qui va faire la chronique et l'audio-lecteur lui-même. Aujourd'hui, on n'a pas de référentiel commun dans la critique du livre audio pour pouvoir faire une bonne chronique ou pour pouvoir étendre le champ de la bonne chronique sur le livre audio. J'ai du mal à vous comprendre. À savoir, sur quels critères on va évaluer la qualité d'un livre audio, sur quels critères... Vous diriez ça aussi d'un critique littéraire, après tout, quand la critique littéraire porte uniquement sur la chose littéraire et ne porte pas sur d'autres domaines comme l'interprétation, les qualités de production, etc. Par ailleurs, la chronique littéraire a quand même une histoire. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faudrait inventer voilà. Après tout, si on peut faire une critique de cinéma, de film, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire une critique de livre audio. Ah non, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste qu'il manque le référentiel qui permet de faire coller à la fois la chronique faite par quelqu'un avec l'attente de l'audiolecteur aujourd'hui. Et que ça fait peut-être partie des choses qui rendent la visibilité du livre audio... Oui, une réaction. Non, je suis assez d'accord avec cette idée. Et d'ailleurs, le fait que nous, on a pas mal de mal à trouver on a du mal à trouver des chroniqueurs, si vous voulez, qui nous semblent adaptés. Parce que, voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Du coup, là aussi, il faut être optimiste. Ça veut dire que les choses vont s'améliorer avec le temps. Si vous voulez, petit à petit, voilà, il y a un certain nombre de journalistes qui vont... donc là, vous lancez un appel d'offres. Presque. Oui, mais c'est assez enthousiasmant de se dire qu'on va créer ce référentiel, justement, qui est une sorte de territoire vierge comme ça, où on a un peu le droit de construire une chronique ou une critique, un peu comme on le veut, précisément parce qu'on n'a pas de référence particulière des grands noms de critiques de livres audio, quoi. Ça n'existe pas. Enfin. Pardon? Ah ben. Simplement l'idée, est-ce que ça pourrait être envisageable d'utiliser le livre audio ça marche, oui. Dans une logique promotionnelle, par exemple, sortir le premier chapitre gratuitement en extrait avant la parution papier, ne serait-ce que pour faire du bruit, ou l'utiliser d'une façon différente que simplement comme une autre version du livre. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Comme je disais tantôt, on n'en fait pratiquement pas de livre audio en ce moment. C'était plus une idée comme ça. Non, je veux dire en termes de... Non, je parlais pas de production. Je parlais de couverture média. Est-ce qu'il y a le même combat au Québec ou est-ce que c'est plus proche de la situation aux États-Unis où le livre audio est beaucoup plus visible qu'en France? Non, le livre audio est à peu près invisible au Québec. À toute fin pratique, on n'en parle pas. Et quand on en parle, en fait, les gens qui, pour le moment, consomment... Pardon. Étant donné l'absence de contenu francophone en livre audio au Québec, c'est des gens qui consomment du Audible en anglais. Est-ce que ça pose un problème, l'accent? Est-ce que vous avez du mal à caser du livre audio français à cause de l'accent français, qui doit être désagréable à écouter pour un Québécois? Non, c'est une question très sérieuse que je vous pose. Non, est-ce que mon accent est désagréable à écouter pour vous? Au contraire, c'est un bonheur, mais c'est pas nécessairement réciproque. Non. Vous n'avez pas de problème? Non, là où il y a des critiques, c'est plus des traductions. Des traductions de l'anglais qui sont faites en France, où là, on va tiquer un peu sur certains trucs.
qui vont être traduits plus à la française que sur les termes qu'on utiliserait usuellement. Mais sinon, il n'y a pas de barrière de l'accent ou de la langue. D'accord. Non, juste, pardon, j'ai retrouvé le nom du lecteur du Comte de Monte Cristo que j'adore, Éric Herson Macarel. Je voulais juste le citer si vous le connaissez. Voilà. L'éditeur, t'as pas retrouvé? Non, je sais pas. C'est Sixth Street. Sixth Street. Encore une réaction dans la salle? Non? Elisabeth, non, vous avez quelque chose à rajouter? moi c'était juste pour rebondir sur ce que disait monsieur. Effectivement, on parle plus là de marketing que de couverture média. Faire des book trailers spécifiques, par exemple, pour le livre audio à mettre sur YouTube, faire des vidéos comme on a vu là, c'est des choses qui peuvent être ce qu'on appelle des teasers en marketing, qui peuvent être très intéressants et qui peuvent permettre, notamment aux éditeurs, de communiquer largement, notamment quand ils sont présents sur le web, sur les réseaux sociaux, en attirant leur communauté. Mais pour ça, il faut qu'ils vous les envoient, c'est ça? Mais pour ça, il faut qu'ils les envoient ou qu'eux-mêmes communiquent largement sur les réseaux sociaux aussi. Bon. Vas-y, Pi. La plume de Pan, il y a le prix de l'Académie Charles Cros, qui sont des grands prix de musique qui ont une section paroles enregistrées. Et donc déjà ça permet, ce sont des institutions qui communiquent, etc. Et ça permet déjà de pouvoir orienter les journalistes vers tel ou tel type de livres audio qui ont été particulièrement récompensés. Donc ça peut être intéressant, et pourquoi pas après en diffuser, voilà, et diffuser à la radio ou diffuser des extraits, etc. Oui, parce qu'il y a cette question-là aussi. Le relais médiatique, quand on fait des communiqués, après, il faut que ça puisse se transformer. Monsieur Madrigal. Je ne suis pas une attachée de presse. Non. Mais non, puisque vous êtes les explorateurs de la médiation pour le livre audio, il y a un terrain à explorer, c'est la prescription. On sait qu'il y a un intérêt naturel qui est constaté dans les marchés les plus mûrs sur les textes prescrits, prescription scolaire notamment à partir du collège. Et là, on constate déjà dans nos ventes qu'il y a effectivement, notamment au format numérique, un fort intérêt d'un certain public. C'est quelque chose qu'on regarde du côté de l'éditeur, mais là, il y a peut-être effectivement un angle intéressant à aller explorer auprès d'une partie de vos auditeurs ou de votre lectorat. Mais là c'est plutôt le ministère de l'Éducation, ou les enseignants, c'est pas à la presse de ne doutez pas qu'on en discute avec eux par ailleurs. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un angle à saisir par des médias généralistes que vous êtes, ou particuliers comme Lire peut l'être, ou comme IDBooks peut l'être aussi? Donc vous dites qu'il suggérerait aux enseignants quel... Non, pas aux enseignants, aux parents. Il n'y a pas que les enseignants, ça peut être les parents, voire effectivement d'autres voies. Mais en tout cas, on sent effectivement qu'il y a un intérêt à ces textes-là. Et heureusement, le catalogue existe, comme on l'a entendu, par de lourds applaudissements. Et les éditeurs poursuivent leurs efforts, effectivement, voilà, dans un catalogue, comme vous l'avez bien remarqué, qui est très limité. Donc là aussi, il faut faire avec ce qu'on a. En tout cas, pour cette voie de prescription, je pensais, en vous écoutant tous, il y a une chose qu'on précise. Le Lire n'a pas de site, Internet, c'est un choix, mais on est très présent sur les réseaux sociaux. Et donc là, au lieu de parler exclusivement de livres papier, quand on fait nos petits communiqués sur Facebook, on fera quelques essais sur des livres audio. Ça, c'est un engagement que je prends.